Les promeneurs qui se trouvaient au préau quand Jacques Collin y descendit devant être les acteurs d'une scène capitale dans la vie de Trompe-la-Mort, il n'est pas indifférent de peindre quelques-unes des principales figures de cette terrible assemblée. Là, comme partout où les hommes sont rassemblés. Là, comme au collège, règne la force physique et la force morale. Là donc, comme dans les bagnes, l'aristocratie et la criminalité. Celui dont la tête est en jeu prime tous les autres. Le préau, comme on le pense, est une école de droit criminel. On l'Y professe infiniment mieux qu'à la place du Panthéon. La plaisanterie périodique consiste à répéter le drame de la cour d'assises, à constituer un président, un jury, un ministère public, un avocat, et à juger le procès. Cette horrible farce se joue presque toujours à l'occasion des crimes célèbres. À cette époque, une grande cause criminelle était à l'ordre du jour des assises, l'affreux assassinat commis sur monsieur et madame Crottat, anciens fermiers, père et mère du notaire, qui gardaient chez eux, comme cette malheureuse affaire l'a prouvé, 800 000 francs en or. L'un des auteurs de ce double assassinat était le célèbre Dannepont, dit Lapouraille, forçat libéré, qui, depuis 5 ans, avait échappé aux recherches les plus actives de la police à la faveur de 7 ou 8 noms différents. Les déguisements de ce scélérat étaient si parfaits, qu'il avait subi 2 ans de prison sous le nom de Delsouk, un de ses élèves, voleur célèbre qui ne dépassait jamais, dans les affaires, la compétence du tribunal correctionnel. Lapouraille en était, depuis sa sortie du bagne, à son 3e assassinat. La certitude d'une condamnation à mort rendait cet accusé, non moins que sa fortune présumée, l'objet de la terreur et de l'admiration des prisonniers, car pas un liard des fonds volés ne se retrouvait. On peut encore, malgré les événements de juillet 1830, se rappeler l'effroi que causa dans Paris ce coup hardi, comparable au vol des médailles de la bibliothèque pour son importance, car la malheureuse tendance de notre temps à tout chiffrer rend un assassinat d'autant plus frappant que la somme volée est plus considérable. Lapouraille, petit homme sec et maigre, à visage de fouine, âgé de 45 ans, l'une des célébrités des 3 bagnes qu'il avait habités, successivement dès l'âge de 19 ans, connaissait intimement Jacques Collin, et l'on va savoir comment et pourquoi. Transféré de la force à la conciergerie depuis 24 heures avec Lapouraille, 2 autres forçats avaient reconnu sur le champ, et fait reconnaître au préau cette royauté sinistre de l'ami promis à l'échafaud. L'un de ces forçats, un libéré nommé Célérier, surnommé l'Auvergnat, le père Ralleau, le rouleur, et qui, dans la société que le bagne appelle la haute pègre, avait non fil de soie, sobriquet dû à l'adresse avec laquelle il échappait au péril du métier, était un des anciens affidés de Trompe-la-Mort. Trompe-la-Mort soupçonnait tellement fil de soie de jouer un double rôle, d'être à la fois dans les conseils de la haute pègre, et l'un des entretenus de la police, qui lui avait, voyez le père Goriot, attribué son arrestation dans la maison Vauquet, en 1819. Célérier, qu'il faut appeler fil de soie, de même que Dannepont se nommera Lapouraille, déjà sous le coup d'une rupture de banne, était impliqué dans des vols qualifiés, mais sans une goutte de sang répandu, qui devait le faire réintégrer au moins pour 20 ans au bagne. L'autre forçat, nommé Rigançon, formait avec sa concubine, appelée la Biffe, un des plus redoutables ménages de la haute pègre. Rigançon, en délicatesse avec la justice des lâches le plus tendre, avait pour surnom le Biffon. Le Biffon était le mâle de la Biffe, car il n'y a rien de sacré pour la haute pègre. Ces sauvages ne respectent ni la loi, ni la religion, rien, pas même l'histoire naturelle, dont la sainte nomenclature est, comme on le voit, parodiée par eux. Une digression est ici nécessaire, car l'entrée de Jacques Collin au préau, son apparition au milieu de ses ennemis, si bien ménagée par Bibi Lupin et par le juge d'instruction, les scènes curieuses qui devaient s'ensuivre, tout en seraient inadmissibles et incompréhensibles, sans quelques explications sur le monde des voleurs et des bagnes, sur ses lois, sur ses mœurs, et surtout sur son langage, dont l'affreuse poésie est indispensable dans cette partie du récit. Donc, avant tout un mot sur la langue des Grecs, des filous, des voleurs et des assassins, nommés l'argot, et que la littérature a, dans ces derniers temps, employé avec tant de succès, que plus d'un mot de cet étrange vocabulaire a passé sur les lèvres roses des jeunes femmes, a retenti sous les lambris dorés, a réjoui les princes, dont plus d'un a pu s'avouer floué. Disons-le, peut-être à l'étonnement de beaucoup de gens, il n'est pas de langue plus énergique, plus colorée que celle de ce monde souterrain qui, depuis l'origine des empires à capitale, s'agite dans les caves, dans les sentines, dans le troisième dessous des sociétés, pour emprunter à l'art dramatique une expression vive et saisissante.
Le monde n'est-il pas un théâtre? Le troisième dessous est la dernière cave pratiquée sous les planches de l'opéra, pour en recéler les machines, les machinistes, la rampe, les apparitions, les diables bleus que vomit l'enfer, etc. Chaque mot de ce langage est une image brutale, ingénieuse ou terrible. Une culotte est une montante, n'expliquons pas ceci. En argot on ne dort pas, on pionce. Remarquez avec quelle énergie ce verbe exprime le sommeil particulier à la bête traquée, fatiguée, défiante, appelée voleur, et qui, dès qu'elle est en sûreté, tombe et roule dans les abîmes d'un sommeil profond et nécessaire sous les puissantes ailes du soupçon planant toujours sur elle. Affreux sommeil, semblable à celui de l'animal sauvage qui dort, qui ronfle, et dont néanmoins les oreilles veillent doublées de prudence. Tout est farouche dans cet idiome. Les syllabes qui commencent ou qui finissent, les mots sont âpres et étonnent singulièrement. Une femme est une largue. Et quelle poésie! La paille et la plume de Beauce. Le mot minuit est rendu par cette périphrase, 12 plombes crosse. Ça ne donne-t-il pas le frisson? Rincer une cabriole, veut dire dévaliser une chambre. Qu'est-ce que l'expression se coucher, comparée à se piosser, revêtir une autre peau? Quelle vivacité d'image! Jouer des dominos, signifie manger, comment mangent les gens poursuivis? L'argot va toujours, d'ailleurs. Il suit la civilisation, il la talonne, il s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque nouvelle invention. La pomme de terre, créée et mise au jour par Louis XVI et Parmentier, est aussitôt saluée par l'argot d'Orange à cochon. On invente les billets de banque, le bagne les appelle des fafiaux garatés, du nom de Garat, le caissier qui les signe. Fafiot. N'entendez-vous pas le bruissement du papier de soie? Le billet de 1000 francs est un fafio mâle, le billet de 500 un fafio femelle. Les forçats baptiseront, attendez-vous Y, les billets de 100 ou de 200 francs de quelques noms bizarres. En 1790, Guillotin trouve, dans l'intérêt de l'humanité, la mécanique expéditive qui résout tous les problèmes soulevés par le supplice de la peine de mort. Aussitôt les forçats, les ex-galériens, examinent cette mécanique placée sur les confins monarchiques de l'ancien système, et sur les frontières de la justice nouvelle, ils l'appellent tout à coup l'abbaye de Montague sans grave regret. Ils étudient l'angle décrit par le couperet d'acier, et trouvent pour en peindre l'action, le verbe fauchère. Quand on songe que le bagne se nomme le pré, vraiment ceux qui s'occupent de linguistique doivent admirer la création de ces affreux vocables, eût dit Charles Nodier. Reconnaissons d'ailleurs la haute antiquité de l'argot. Il contient un dixième de mots de la langue romane, un autre dixième de la vieille langue gauloise de Rabelais. Effondré, enfoncé, autolondré, ennuyé, cambriolé, tout ce qui se fait dans une chambre, Aubert, Argent, Gironde, Belle, le nom d'un fleuve en Languedoc, Fouillous, Poche, appartiennent à la langue du XIVe et du XVe siècle. L'af, pour la vie, est de la plus haute antiquité. Troubler l'af a fait les affres, d'où vient le mot affreux, dont la traduction est ce qui trouble la vie, etc. 100 mots au moins de l'argot appartiennent à la langue de Panurge, qui, dans l'œuvre rabelaisienne, symbolise le peuple, car ce nom est composé de deux mots grecs qui veulent dire « celui qui fait tout ». La science change la face de la civilisation par le chemin de fer, l'argot l'a déjà nommé le roulant vif. Le nom de la tête, quand elle est encore sur leurs épaules, la Sorbonne, indique la source antique de cette langue dont il est question dans les romanciers les plus anciens, comme Cervantes, comme les nouvelliers italiens et l'Arétin. De tout temps, en effet, la fille, héroïne de tant de vieux romans, fut la protectrice, la compagne, la consolation du grec, du voleur, du tire-laine, du filou, de l'escroc. La prostitution et le vol sont deux protestations vivantes, mâle et femelle, de l'état naturel contre l'état social. Aussi les philosophes, les novateurs actuels, les humanitaires, qui ont pour queue les communistes et les fourriéristes, arrivent-ils, sans s'en douter, à ces deux conclusions, la prostitution et le vol. Le voleur ne met pas en question dans les livres sophistiques la propriété, l'hérédité, les garanties sociales, il les supprime net. Pour lui, voler, c'est rentrer dans son bien. Il ne discute pas le mariage, il ne l'accuse pas, il ne demande pas, dans des utopies imprimées, ce consentement mutuel, cette alliance étroite des âmes impossible à généraliser. Il s'accouple avec une violence dont les chaînons sont incessamment resserrés par le marteau de la nécessité.
Les novateurs modernes écrivent des théories pâteuses, filandreuses et nébuleuses, ou des romans philanthropiques, mais le voleur pratique. Il est clair comme un fait, il est logique comme un coup de poing. Et quel style! Autre observation. Le monde des filles, des voleurs et des assassins, les bagnes et les prisons comportent une population d'environ 60 à 80 000 individus mâles et femelles. Ce monde ne saurait être dédaigné dans la peinture de nos mœurs, dans la reproduction littérale de notre état social. La justice, la gendarmerie et la police offrent un nombre d'employés presque correspondant, n'est-ce pas étrange? Cet antagonisme de gens qui se cherchent et qui s'évitent réciproquement constitue un immense duel, éminemment dramatique, esquissé dans cette étude. Il en est du vol et du commerce de filles publiques, comme du théâtre, de la police, de la prêtrise et de la gendarmerie. Dans ces 6 conditions, l'individu prend un caractère indélébile. Il ne peut plus être que ce qu'il est. Les stigmates du divin sacerdoce sont immuables, tout aussi bien que ceux du militaire. Il en est ainsi des autres États qui sont de fortes oppositions, des contraires dans la civilisation. Ces diagnostics violents, bizarres, singuliers, sui generis, rendent la fille publique et le voleur, l'assassin et le libéré, si faciles à reconnaître, qu'ils sont pour leurs ennemis, l'espion et le gendarme, ce qu'est le gibier pour le chasseur. Ils ont des allures, des façons, un teint, des regards, une couleur, une odeur, enfin des propriétés infaillibles. De là, cette science profonde du déguisement chez les célébrités du bagne.